Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 01. L'action graphique en dialogue avec la précarité. Qu'est-ce que la précarité? Le mot précaire est apparu au XVIe siècle. Il a au départ une origine religieuse. Les mots précaire et précarité ont une longue histoire. Depuis son étymologie qui lui prête la même origine que prière, le latin precarius. Selon le Centre de ressources textuelles et lexicales, le mot précaire est tout ce qui n'est pas octroyé, qui ne s'exerce que grâce à une concession, à une permission toujours révocable par celui qui l'a accordée. Pour nos contemporains, la précarité renvoie principalement à l'instabilité, l'incertitude, la fragilité dans plusieurs domaines, ce qui génère un avenir incertain qui à chaque instant peut être remis en cause. Il est intéressant de souligner que la précarité reste une chose relative à chacun. Ce qui semblerait précaire d'un point de vue occidental ne l'est pas forcément sous d'autres latitudes. En effet, dans les pays développés, certains considéreront qu'un studio est un espace précaire alors que dans d'autres pays ce lieu d'habitation est relativement confortable. Nous allons nous appuyer sur les définitions des sociologues pour définir ce qu'est la précarité en remontant à son origine, autrement dit en faisant une analyse de la genèse de ce terme. En effet, c'est dans les années 1970 à 1980 que certains sociologues, des économistes, des travailleurs sociaux, etc., ont commencé à utiliser ce terme pour parler d'une réalité différente de celle de la pauvreté qu'évoquaient Marx et Durkheim. Pour illustrer ceci, nous pouvons nous appuyer sur ce que le sociologue Régis Pierret a écrit sur la précarité. Le premier usage du vocable précarité n'est pas issu des sciences sociales mais des politiques publiques. Il se décline en deux temps. C'est tout d'abord le rapport de Gabriel Oex, 1981, puis celui de Joseph Wresinski, Conseil économique et social, 1987. Le rapport Oex circonscrit la nouvelle pauvreté, celle-ci est surtout composée de travailleurs précaires. Il établit un continuum entre la précarité, la nouvelle pauvreté et la pauvreté traditionnelle. Le précaire est un pauvre potentiel. La pauvreté se subdivise ainsi pour Oex en plusieurs niveaux. La précarité, puis la nouvelle pauvreté et enfin, la pauvreté traditionnelle. Dans le rapport Wresinski, la pauvreté traditionnelle et la nouvelle pauvreté sont réunies sous le vocable « grande pauvreté ». Pour la prévenir, il est alors nécessaire de conjurer la précarité, voire les précarités. Ces dernières se subdivisent en trois catégories. Les déficits des ressources culturelles, sociales et économiques sont à l'origine des précarités et par voie de conséquence de la grande pauvreté. En effet, pour Wresinski, la précarité est l'absence d'une ou plusieurs des sécurités, notamment celle de l'emploi, permettant aux personnes et familles d'assumer leurs obligations professionnelles, familiales et sociales et de jouir de leurs droits fondamentaux. L'insécurité qui en résulte peut être plus ou moins étendue, et avoir des conséquences plus ou moins graves et définitives. Elle conduit à la grande pauvreté, quand elle affecte plusieurs domaines de l'existence, qu'elle devient persistante, qu'elle compromet les chances de réassumer ses responsabilités et de reconquérir ses droits par soi-même dans un avenir prévisible. À travers ces citations, nous pouvons constater que quelqu'un de pauvre n'est pas forcément dans une situation précaire et inversement. En effet, toujours selon Régis Pierret, la précarité est généralement définie aussi bien comme une discontinuité d'emploi que comme une exposition à des risques variés, ou bien comme une difficulté à se projeter dans l'avenir, une expérience de l'incertitude économique ou professionnelle. Le nom générique de précarité recouvre, autrement dit, une grande variété d'expériences vécues et de conditions sociales qui vont de celles de l'entrepreneur de soi-même et de l'indépendant, à celle du chômeur en fin de droit, des exclus ou des sans-droit. C'est lors de la montée du chômage que nous verrons apparaître ces phénomènes de précarisation, avec toutes les conséquences que ces états de précarité peuvent entraîner. Toutes ces tentatives de définition précise de la précarité rejoignent les recherches en sociologie et en anthropologie moderne, qui soulignent le fait qu'il est difficile de donner une définition objective de la précarité. De plus, il faut distinguer la précarité qui touche de manière massive ou de manière isolée. À travers les diverses théories sociologiques, les grands thèmes de la précarité se sont fondés par rapport au statut social de l'individu lambda qui a un socle familial, un cercle d'amis, une sphère privée et publique,
un lieu de travail, etc. Tous ces aspects peuvent donc être le début d'une exclusion et d'une forme de précarité. La plupart des études sociologiques s'unissent pour dire que ce phénomène de précarité est un phénomène induit par l'industrialisation du monde occidental, qui entraîne parfois une précarité financière. On peut en revanche ajouter à la précarité économique une autre forme de précarité qui touche l'individu autrement que sur le plan financier. Ce système économique actuel soumet aussi les populations à certains modes de vie, où chacun doit s'adapter aux changements au niveau du travail, de la famille. Il n'est pas rare de voir des familles éclater à la suite de délocalisation d'entreprises. Il s'installe alors une forme de précarité des liens entre personnes. Bien entendu, il serait difficile de présenter toutes les formes de précarité qui changent selon les pays, selon le sens donné à cet état en fonction des conceptions des habitants de ces pays. Aujourd'hui, on parle de précariat qui est un phénomène massif englobant des millions de gens en période instable d'un point de vue financier et ce, depuis 2008 avec les grandes récessions, avec un taux de chômage encore jamais constaté avant cette date. Ce précariat installe une insécurité dans le domaine du travail, du logement, des droits, etc. Le marché de l'emploi exige des gens flexibles et travaillant dans n'importe quel domaine avec des contrats de sous-traitants, voire payés au noir. Selon l'économiste britannique Guy Standing, il existe 3 grands types de précariat. Composés par des gens de la classe ouvrière qui ont sombré dans une précarité. Composés d'étudiants qui sortent des écoles avec de gros bagages ou des diplômes très élevés, mais dont le marché du travail n'a nullement besoin. Ces étudiants ESS se retrouvent isolés ou aidés par leurs parents qui ne pourront pas toujours être présents financièrement. Les immigrés, les personnes aux statuts sociaux délicats, criminels, problèmes mentaux, qui ne bénéficient donc pas pleinement d'un statut de citoyen. Ce terme est très proche de la pauvreté ou de l'exclusion. René Lenoir, à titre d'exemple, utilisera le terme d'exclusion pour parler des maux de la société. Il se base sur les différences de salaire pour évoquer des gens dont le revenu se situe en dessous du seuil de pauvreté en France, où il témoigne de la qualité du travail et de la durée des contrats qui jouent sur la stabilité des ménages en France. De plus, il est intéressant de voir les nouvelles formes d'exclusion sociale. Par exemple, aujourd'hui, ne pas avoir Internet est une forme d'exclusion tout comme ne pas avoir de scolarité. La possession est liée au phénomène de précarité, le fait de ne pas avoir un travail stable, une voiture, une maison, etc. Mais la pauvreté reste un stade ultérieur par rapport à la précarité, en ce sens que l'on est totalement dépourvu de biens matériels. La précarité est une évolution qui tend à quelque chose de pire, en prévision de qui peut survenir aussi bien la classe ouvrière que bourgeoise. Elle s'installe là où il y a des ingérences économiques ou des dépenses excessives tout comme dans des endroits issus de la pauvreté extrême. Certains sociologues, dont Serge Pogman ou Robert Castel, se sont penchés sur le monde du travail et la précarité. En effet, ceux-ci révèlent que la précarité est un parcours qui est déterminé par l'individu au sens que celui-ci peut s'émanciper même dans un milieu défavorisé, ce qui semble être plus difficile à voir sur le terrain. En revanche, Pogman souligne que la précarité n'a pas de frontières bien limitées, qu'il faut se sortir des fausses évidences, car dans notre société, la précarité est associée au manque de biens matériels, ce qui n'est pas le cas dans toutes les sociétés. De plus, le niveau de vie en France n'est pas celui du Brésil ou du Laos. Enfin, il faut rester prudent sur cette notion de précarité qui apparaît en 1970, mais de quelle manière ? En effet, ce terme renvoie à l'inactivité économique tout comme le terme chômage, qui désigne la situation d'une population dite inactive pour la société alors qu'auparavant ce terme n'étant pas présent, les gens étaient moins stigmatisés. La précarité immobilise les pensées et désigne, voire pointe une population, visée par facilité de langage, ce qui amène à des exclusions de plus en plus fréquentes. Le sociologue Zygmunt Bauman indique que la précarité, qui touchait des populations isolées, devient de plus en plus massif pour toucher des quartiers entiers dans une société industriellement concurrente qui joue avec des vices de concurrence ou d'exclusion où seuls ceux en haut de l'échelle gagnent. Mais de ce constat alarme, il y a beaucoup plus de gens en situation précaire renvoyant donc à la notion de société de précariat. Finalement,
La précarité touche de plus en plus la sphère du travail en raison des nouvelles formes des contrats qui lient l'employeur à son employé. Cela peut se répercuter à petite échelle, mais aussi donner de grands mouvements de manifestation contre un système mis en place par les dirigeants. Dans le domaine de la santé, les différentes réformes entraînent parfois des difficultés chez les personnes ayant besoin de soins. La précarité peut aussi toucher le domaine relationnel, en ce sens qu'il est difficile de construire des relations stables et durables. Ainsi par exemple, à l'intérieur de la sphère familiale il peut y avoir des événements qui entraînent des situations précaires pour les personnes qui les vivent, séparation, divorce, deuil. Plus généralement, la précarité désigne plutôt un risque de voir sa situation sociale se dégrader. Ou elle peut être associée à l'image du basculement possible d'une situation intégrée mais fragile, à une situation d'exclusion, donc de mise en dehors du groupe, de la société. Outre ces formes de précarité, il existe d'autres situations où des personnes peuvent se trouver confrontées à des conditions de vie entraînant des bouleversements. Maryse Bresson illustre ceci dans son livre Sociologie de la précarité. Si la dimension territoriale des phénomènes de précarité est souvent développée à propos du problème des banlieues, on trouve également d'autres manières de l'aborder en sociologie. En particulier, le problème de l'ancrage territorial intervient comme une caractéristique majeure de deux catégories symboles de l'exclusion, les immigrés et les personnes sans domicile fixe. Pourquoi Calais est un espace précaire ? À l'Antiquité, Calais est connu comme un lieu stratégique pour le commerce, les voyages et les affaires militaires avec le continent britannique. De fait, cette ville est considérée comme un lieu de passage et d'échange. Depuis plus de 20 ans, Calais est un lieu problématique en ce qui concerne le flux des personnes migrantes souhaitant rejoindre l'Angleterre. Cette ville considérée comme un point central de ce qu'on appelle aujourd'hui l'immigration clandestine. Cela est dû à l'accueil particulièrement strict des réfugiés au Royaume-Uni. Des réfugiés venaient jusqu'à il y a peu de plusieurs pays, essentiellement d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient cherchaient à échapper à la guerre, à la terreur, à la précarité économique dans leur pays ou cherchaient simplement une vie meilleure. L'Angleterre pour eux était la destination idéale, d'une part grâce à la langue anglaise pratiquée par la majorité des personnes migrantes, mais également pour les conditions du travail qui y sont moins strictes que dans d'autres pays. À la fin des années 1990, un centre d'accueil dirigé par la Croix-Rouge a été créé pour regrouper les réfugiés arrivés. Après sa fermeture en 2002, des campements informels faits de tentes sont fabriqués par les propres moyens des réfugiés, des cabanes sont apparues tout au long de la côte française. Les bidonvilles de petits groupes de réfugiés ont été expulsés à plusieurs reprises et violemment par les forces de la police. Ces personnes étaient obligées d'habiter la rue, de squatter dans certains lieux de relégation de la ville, ou de reconstruire des campements où les conditions de vie étaient extrêmement précaires. Des initiatives de courte durée ont été réalisées de temps en temps de la part de plusieurs associations ou des bénévoles. Certains centres d'accueil ont été ouverts uniquement pour des femmes et des enfants, leurs maris devaient rester dehors. Les espaces occupés par les migrants sont devenus une forme d'habitat appelé « jungle ». Ce lieu devait être transitoire, c'était un lieu de vie où la mobilité était sans cesse contrainte. Ce lieu qui devait être un lieu de passage, un lieu où l'on passe quelques nuits avant de rejoindre l'Angleterre et l'espoir d'une vie meilleure, cette jungle est devenue le lieu d'habitation de plusieurs mois, voire plusieurs années. Les migrants ont dû s'approprier les espaces, les habiter pour se sentir plus dignes, ce que l'anthropologue Michel Agier qualifie de nouvelles formes d'hospitalité urbaine. La jungle était initialement composée de tentes, parfois améliorées et solidifiées grâce aux matériaux trouvés sur place. Les abris en dur s'étaient ensuite multipliés au fur et à mesure de l'extension du camp, avec l'arrivée de nouveaux migrants et grâce à l'action des associations. Des cabanes en bois avaient été construites par deux associations très présentes dans la jungle, l'Auberge des migrants et Médecins sans frontières, MSF. Ces cabanes, reproductibles et identiques dans leur structure, faisaient l'objet d'appropriation. Or, ces lieux qui sont devenus des lieux de refuge ont souvent été menacés d'être détruits et évacués par la police. De ce fait, les migrants vivent un quotidien incertain et instable, surtout qu'ils sont en perpétuelle recherche de produits pour se laver, manger, charger leur portable afin de joindre leur famille.
Là est la précarité de Calais. Des humains sans toit, sans famille, sans liens sociaux, sans travail et sans droit. La ville de Calais, conjointement avec le gouvernement français, a construit 169 nouveaux conteneurs pour 1500 personnes en 2015. Mais en mars 2016, il y a eu la démolition formelle de la jungle, mettant fin au passage irrégulier des réfugiés au Royaume-Uni. Action graphique menée à Calais. Il y a ceux qui quittent leur pays pour des raisons politiques, économiques et ou sociales, et ceux qui sont simplement animés par le désir de découvrir un autre univers. De ces observations découlent des interrogations sur la notion de frontière et de partage d'un territoire. Cela m'a intéressé, et j'ai choisi de travailler sur ce sujet. Mon intérêt s'est ainsi davantage porté sur les espaces sensibles et précaires. L'ensemble de ce travail de terrain a été rendu possible par une participation au sein de l'École supérieure des arts décoratifs de Paris, en qualité de chercheur dans son laboratoire DIV, Design d'information, Ville et Société. DIV s'attache à mettre en œuvre de nouvelles actions de recherche avec les outils du design, dans des situations de grande précarité. 2 professeurs dirigent ce laboratoire, le designer Ruedi Dibord et le politologue Sébastien Thierry qui s'intéressent tout particulièrement à la conception du design et à la conception architecturale. Dans ce laboratoire travaillaient 3 chercheurs, un architecte Pejman Mirzaï, une graphiste Afrouz Razavi et moi-même. Au début de l'année 2012, 2 associations collaborent dans un même contexte. L'association PEROU, dirigée par Sébastien Thierry, et l'association PSM, plateforme au service des migrants, soutiennent les migrants de Calais dans leur situation précaire. Les raisons qui les poussent à quitter leur pays résultent d'une volonté de trouver un mieux vivre, à cause de la guerre ou bien de la situation économique et ou politique du territoire. Pourtant, une autre réalité tout aussi difficile les attend à leur arrivée à Calais. La principale étape est cruciale, passer la frontière et rejoindre l'Angleterre. Ils savent que certains réussiront, alors que d'autres seront rattrapés par la police. Dans le but de sensibiliser la région aux problèmes migratoires, l'association PSM crée en juin 2013 le premier numéro du Journal des Jungles. Sa réalisation permet de développer des liens entre bénévoles et migrants. Ce journal contient des témoignages, des reportages, des informations et des textes explicatifs sur la situation des migrants, rédigés par les bénévoles qui travaillent sur place. La mise en page du journal était très basique, format A3 et absence de couleurs. Seules des colonnes et quelques images constituaient la mise en page. En septembre 2013, l'association PSM a sollicité le laboratoire DIV pour qu'il puisse la guider dans la réalisation du second numéro du journal et l'accompagner dans la mise en page. Nous avons également participé à son élaboration générale. Nous reviendrons sur ces différents points dans un développement ultérieur. Le 22 octobre 2013, mes collègues et moi sommes allés à Calais avec Ruedi Dibord et Sébastien Thierry pour rencontrer les responsables de l'association PSM. Les principaux objectifs de cette rencontre étaient le développement du journal et l'analyse de ses objectifs. Au cours de cette réunion, les responsables de PSM ont échangé sur leurs difficultés pour communiquer avec les migrants pour plusieurs raisons. Le repliement des migrants, chaque communauté est séparée de l'autre, et les mauvaises conditions de vie à Calais. Dans l'après-midi, nous avons visité les camps des réfugiés afin de comprendre leur vie quotidienne. Nous avons rencontré des Afghans, des Syriens, des Soudanais, des Érythréens parmi d'autres. Les Afghans et les Syriens vivaient dans des tentes en plein air tout près du port de Calais, pour pouvoir fuir discrètement pendant la nuit. Les conditions de vie sont très mauvaises dans ces camps de fortune. Chaque tente regroupe 3 ou 4 personnes qui dorment dans des sacs de couchage distribués par l'association de solidarité Médecins du Monde. En l'absence de chauffage, ils utilisent des sacs poubelles pour recouvrir les tentes. Nous avons également remarqué l'absence de lieux dont ils pourraient disposer pour se reposer, s'asseoir, s'abriter des intempéries. Aussi ils se baladent tout le temps autour de leur tente. Ils font leurs besoins dans la nature car les toilettes sont très sales et rien n'est envisagé pour les améliorer. En ce qui concerne la nourriture, l'association Salam distribue aux migrants un plat par jour, soit le midi soit le soir. Ces plats sont souvent à base de pâtes, et la banane est le seul fruit qui leur est proposé. Nous avons poursuivi notre visite au squat de Victor Hugo,
situé au centre-ville de Calais. Il s'agissait d'un refuge pour les personnes fragiles en route pour l'Angleterre, femmes, enfants, hommes malades et ou très vulnérables. Cette maison était le seul vrai refuge à Calais. Un endroit où il est possible de dormir au chaud, de cuisiner et de faire sa toilette. Malheureusement, sa capacité d'accueil étant limitée, il a été décidé que seules les femmes et les enfants pourraient en bénéficier. Les maris, les pères et les frères dorment dans la rue, exposés à toutes les intempéries. Ils n'y entrent que pour recharger leur téléphone, avoir des nouvelles de leur famille ou boire un thé. La propriétaire de cette maison est une dame âgée qui possède plusieurs logements à Calais. Elle a intenté une action en justice pour faire procéder à l'évacuation de la maison. Le 19 novembre 2013, le tribunal de Calais s'est prononcé en sa faveur et a ordonné une libération des lieux. Toutes ces histoires et bien d'autres encore nous ont été racontées par les responsables des associations et les migrants eux-mêmes. En effet, nous avons pu communiquer directement avec des Afghans et des Syriens en arabe, ma langue maternelle, et en persan, la langue maternelle de mes collègues. Le contact n'en a été que plus personnel, plus chaleureux et de ce fait plus fructueux. À la suite de cette visite, je me suis mise au travail et j'ai présenté différentes propositions pour le journal. Ma première idée a été de créer une affiche de taille A3. Celle-ci se pliait en 4 parties avec sur la première face une expression. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.